Vous écoutez La Nuit Américaine. Oh, dac, je vais essayer. À la demande générale et au nom de la loi. When the truth is found to be light and all the joy in you die, don't you want somebody to love? Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de La Nuit Américaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour continuer de partager avec vous notre amour du cinéma. Avant de commencer cette émission, toute l'équipe de La Nuit Américaine tenait à remercier chaleureusement toutes les personnes ayant écouté, commenté, partagé l'épisode 1. Nous voulions également vous remercier pour votre soutien et votre bienveillance. Toutes les critiques constructives dont vous nous avez fait part vont nous permettre au fil des épisodes de vous proposer une émission qui vous ressemble. Nous voulions remercier Sébastien Noro, notre talentueux arrangeur musical qui élabore à chaque épisode un jingle différent, et je vous invite fortement à rester jusqu'au bout de l'émission où il vous proposera un arrangement musical à sa sauce. Et maintenant que notre tube de crème est vide, rentrons dans le vif du sujet et commençons ce podcast qui est consacré au film Disjoncté. Pour en parler avec moi, ladies and gentlemen, please welcome to Mathieu and Loris. Salut les garçons. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Super. Ouh, il est en forme. Alors, on est prêt pour commencer cet épisode. Loris, Oui, est-ce que tu peux nous pitcher le film? bien sûr. Alors on va parler de Disjoncté, qui est le deuxième long métrage de l'acteur-réalisateur Ben Stiller. Donc Disjoncté, réalisé en 96, est un film à l'humour noir, presque dérangeant par moments, qui met en scène un jeune Jack Black, Owen Wilson, Leslie Mann, Matthew Broderick, mais surtout l'immense Jim Carrey, alors presque au sommet de sa carrière. Ce dernier incarne Ernie, appelé aussi Chip, dans le rôle du Cable Guy en version originale, la personne raccordant les ménages aux chaînes câblées, alors que la télévision est l'objet central de la maison des années 90. C'est à travers cette activité que Chip construit aux grandes dames de ses clients des amitiés factices qu'il idéalise un peu trop. Un peu trop. Ouh là là, d'accord. Et quelle est la question que l'on va traiter autour de ce film-là? Alors, la question c'est simple, c'est Disjoncté : comédie ou film noir ? Il y a matière à débattre. Je pense. C'est un film qui est super intéressant. Je pense, moi, quand je l'ai vu à l'époque, justement, la question se posait déjà. Est-ce que c'est un film noir ou c'est une comédie? Mais c'était compliqué à trancher. Et je pense aussi, c'est la raison pour laquelle, à l'époque, il n'a pas eu tellement de succès. Et beaucoup de gens, et j'en fais partie, ne l'ont pas compris. Parce que les moments drôles, ils sont souvent un peu embarrassants. Ils sont pas toujours très drôles. Les moments de tension, un petit peu dans le style film noir, ils sont pas toujours... la tension n'est pas forcément exacerbée. Et ce film est toujours sur la crête. Je pense entre les deux genres. Tu sais pas trop s'il faut pleurer ou s'il faut rigoler. Ouais, c'est ça. Et ça, je pense à un film qui se bonifie. Moi, quand je l'ai vu la première fois, j'étais hyper déçu. Faut se rappeler, donc le film sort en 96. Jim Carrey. Avant ça, donc en 94, c'est The Mask, c'est Dumb and Dumber, c'est Ace Ventura. Enfin, le mec, comme tu disais, c'est le toit du monde de la comédie. Il est chaud. C'est le plus grand. Il a enchaîné d'énormes succès. Après ça, il y a un petit peu le creux de la vague. Enfin, ça a duré un an entre Ace Ventura en Afrique et Mad Men Forever qui sont un petit peu pourris. Et quand il vient avec ce film-là, attention. Quand il vient avec Disjoncté, on s'attend à une comédie. On s'attend au retour de Jim Carrey, le côté un peu exubérant. Et on est un petit peu déçu. D'ailleurs, la production était super emmerdée sur ce film parce qu'ils savaient pas comment faire le marketing. Ils savaient pas s'ils devaient faire un film plutôt justement noir ou bien aller à fond sur la comédie parce qu'ils se disaient on va quand même payer Jim Carrey 20 millions de dollars, ce qui est juste astronomique pour l'époque, ce qui avait créé une polémique folle sur Hollywood, sachant que genre Bruce Willis pour Die Hard c'était 5 millions. Et du coup, ils se sont dit si les gens viennent pas voir le film, on est un peu dans la merde quand même. Donc comment est-ce qu'on dit que c'est clairement une comédie? Et moi, surtout que le film, il coûte 47 millions. Ouais, c'est ça. Et lui, il se goinfre de 20 millions de dollars. Donc, tu m'étonnes que le risque, il est énorme. Ouais. Après, ils ont eu raison. Enfin, oui. Je pense. Moi, il me semble avoir vu ce film quand j'étais à la fac.
Dans ma chambre de 9 mètres carrés, j'avais une télé tube cathodique 36 cm. Et c'est d'ailleurs sur cette même télé que j'ai regardé Dawson. Ouais, c'était à la même époque. Et c'était à la même époque, 99, 2000, 2001. On ne sait pas comment positionner Dawson non plus. C'est une comédie ou c'est un drame? On a tous honte de quelque chose dans la vie. Non, même pas, parce que moi je suis tombé éternellement amoureux de Cathy Holmes dans son rôle de Joey Potter. Ouais, effectivement, Mike, parle-nous un petit peu de tes amours fictifs avec des personnages de fiction. Dis-nous en plus. Non, je garderai ça secret. Moi, en fait, de cette époque, j'ai gardé le souvenir d'un film un peu déjanté avec Jim Carrey qui me faisait penser à Michel Courtemanche. Au niveau de ses expressions, l'homme aux mille grimaces, le Québécois. C'était le premier que tu voyais de Jim Carrey? C'était un des premiers, ouais, mais moi, Jim Carrey, c'est, en fait, moi, ma référence était, effectivement, Michel Courtemanche que je regarde. Mais ce que disaient les gens quand ils étaient un peu réfractaires à ce humour-là, ils disaient, non, mais attends, Jim Carrey, c'est quoi? C'est Courtemanche, c'est tout. C'est un mec grimaçant. Et c'est vrai qu'à une époque, on a l'impression que ça se limitait à ça. Bah ouais, c'est clair. Et puis, et voilà, moi j'ai revu ce film dernièrement et malgré son côté comique, ça me met à certains moments mal à l'aise en fait, par ce côté oppressant de Chip et son harcèlement amical qu'il fait. C'est Steven, hein, c'est ça? Auprès de Steven, ouais. C'est moi j'ai l'impression de pouvoir subir ce genre de truc et de mettre le doigt dans l'engrenage d'une amitié un peu si t'es trop gentil, ouais, t'as vite fait exactement l'erreur de laisser rentrer quelqu'un dans ta vie qui peut effectivement faire la même chose. Et c'est pour ça je pense le choix de Matthew Broderick pour incarner Steven, donc le bon copain, enfin celui qui l'accueille, au premier abord, il peut paraître tellement fade dans son jeu. C'est une endive moite. C'est une endive, mais une endive moite. Mais je pense que ça se justifie. Ça se justifie parce qu'il est obligé d'avoir peu de charisme. Déjà en opposition à Jim Carrey qui lui, c'est un mélange entre Jerry Lewis et Tex Avery, donc il prend beaucoup de place. Oui, c'est le personnage victimaire en fait, la victime. Donc il est obligé d'avoir peu de charisme et d'avoir un jeu, un peu limité, un peu fade. En même temps, Matthew Broderick, ça n'a jamais été le comédien le plus expansif. Même si moi, je retiens toujours, pour moi, un film qui est un chef-d'œuvre, c'est La folle journée de Ferris Bueller. Pas Godzilla? Le Godzilla jouait mieux que Matthew Broderick. Non, mais il était important d'avoir un comédien, effectivement, qui joue, qui est dans le non-jeu. Oui, ça, t'as raison. Je me suis fait la première réflexion, je me suis dit, il est horrible. Enfin, il y a rien qui ressort de lui. Mais en fait, j'ai un petit peu réfléchi, je me suis dit, mais finalement, c'est ce qu'on attend. On attend d'avoir un Jim Carrey qui est au taquet, qui fait n'importe quoi. Et les autres un petit peu en retrait pour lui laisser aussi de la place. Parce que Jim Carrey, c'est le mec le plus facile à diriger au monde, je pense. Tu lui donnes n'importe quel script, le gars, il t'en fait de l'or en barre. Donc, mais c'était peut-être aussi une directive du réalisateur qui pour créer la différence dans le duo, le côté victime de Steven, de Matthew Broderick, et donc côté un peu. Il faut rappeler que le réalisateur c'est Ben Stiller. Moi à l'époque quand je vois le film, ma déception c'est de me dire mais pourquoi Ben Stiller n'interprète pas le rôle de Steven Kovacs? Mais je pense que justement Ben Stiller il a beaucoup plus de charisme que Matthew Broderick et l'alchimie n'aurait pas opéré. Moi j'ai une question par rapport à Ben Stiller en fait. Donc en fait. Moi, je voulais savoir le procès télévisé des jumeaux diaboliques. Tu sais où il joue le rôle d'un des deux jumeaux. Je vois pas ce qu'il fait là, le truc. Est-ce que c'est juste un prétexte pour Ben Stiller d'apparaître dans son film ou je sais pas, il y a. Non, moi je pense pas. Je pense que ce que ça annonce, c'est les prémices de la télé-réalité. On est déjà dans cette époque-là des années 90 où il y a le Jerry Springer Show, Love Story. Non, je rigole. Là, aux États-Unis, t'as tous ces programmes-là et effectivement les émissions de procès. Avec des gens célèbres. Oui, c'est vrai que pendant le film, il sur les télés des foyers, donc ils sont en train de projeter des débats houleux, des émissions un peu talk show, quoi. C'est vrai. Et tu peux voir très clairement le film, je pense, en double programme avec The Truman Show. C'est vrai. Et parce que The Truman Show, c'est pareil, tu suis le quotidien d'un personnage. D'ailleurs, même les deux personnages, c'est assez frappant parce que le personnage de Chip dans Disjoncté, c'est un personnage réel, mais qui s'est créé un monde fictif. Alors que dans Truman, ce monde dans lequel il vit est complètement factice et lui est réel également. Mais je pense qu'il y a un double, même un triple programme. Tu peux voir ça en triptyque, même avec The Man on the Moon. Ces personnages qui sont pas forcément à leur place, qui sont un peu névrosés, qui sont complètement déconnectés, qui se cherchent.
Mais oui, comme pour répondre à ta question, mec, je pense que oui, c'est en fait c'est les prémices de toute cette télévision Ouais. qui prend énormément de place dans le quotidien des gens et que les gens sont en interaction avec des personnages lambda. Mais pour revenir sur le côté désincarné de Chip, moi je pense qu'ils ont fait ça aussi pour lui donner un peu le rôle de la télévision. C'est un peu le mec, comme la télé à l'époque, qui rentre dans le ménage, tu vois, qui s'immisce un peu, qui prend toute cette place et qui est bruyant, qui parle beaucoup, tu vois, qui concentre toute l'attention. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il donne pas son nom. Enfin, on sait jamais comment il s'appelle. Peut-être à la fin il le donne vraiment. Je me Alors, soucie. dans la voiture, non? Peut-être dans le... Non, alors c'est les trois noms qu'il donne. C'est faux. Hein. Ce sont trois noms faux. de personnages. Alors, le premier, Voilà. Chip, en plus d'ailleurs, il y a un extrait dans le film, c'est mes trois fils, je crois, de Three Sons. Mhm. Ça, c'est le personnage de Ernie. Il y a aussi le personnage de Larry, à un moment donné, donc il se dit qu'il s'appelle Larry. Ça, c'était dans Ma sorcière bien-aimée. C'est ça. Et avant, il dit aussi qu'il s'appelle Rick Ricardo. Voilà. Parce que dans la série I Love Lucy. Donc il donne Donc, jamais son oui, vrai nom. On n'a jamais son nom. Ouais, ok. Voilà. C'est que des personnages de série. C'est aussi pour donner un côté très désincarné, Mhm. pas l'identifier. Et ça, il vit à travers la fiction. Depuis Mhm. son enfance. Quand il y a ce flashback, il le montre Mhm. à la maison, Délaissé par sa mère Voilà. et laissé devant la télé comme C'est ça, babysitter, quoi. qui lui dit, bah voilà, la babysitter s'occupe de toi. Donc c'est la babysitter. Et en même temps, c'est une figure maternelle, paternelle. Mhm. C'est la télévision qui fait son éducation. Et donc, toute sa vie, elle est dirigée et elle est projetée à travers le prisme de la télévision. Et depuis, Et son corollaire, la fiction. ouais, et depuis cette scène, tu comprends pourquoi il est devenu psychotique comme ça. Enfin, son Mhm. côté Mhm. besoin d'amour, besoin d'attention, et puis ouais, son besoin d'être aimé en fait, et qui l'amène à être un peu oppressant au niveau amical, quoi. Ça, il est en quête d'amour, il Ouais. est en quête d'amitié. Et c'est un homme qui est coincé dans sa Et solitude. c'est là où tu comprends, c'est cette scène qui t'explique Mhm. pourquoi il est comme ça, quoi, pourquoi il est devenu comme ça. Mais du coup, c'est quoi le message du film? C'est le danger du biberonnage de la télé ou Bah, je pense que c'est ça. Surtout, si on anticipe tout de suite sur la fin du film, il y a à la fin, il saute. Parce que vous vous souvenez, donc il saute pour détruire la parabole, l'antenne qui diffuse la Les télé, programmes. Ouais. les programmes. Et quand il saute, il se sacrifie. Il dit, il veut sauver les enfants. Les enfants qui, eux, encore aujourd'hui, tu vois, regardent la télévision. Donc il veut les sauver. Donc il y a un sacrifice. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a une deuxième version, une fin alternative. Ah, oui. Oui, où il meurt. Exact. Il meurt à la fin. Jim Carrey voulait mourir, je Ah, crois. ouais. Il meurt à la fin. Et ils reprennent à la fin avec la chanson Somebody to Love du Jefferson Airplane pour rappeler voilà le sacrifice pour mettre fin à la solitude et pour rechercher perpétuellement en quête d'amour. D'accord. Mais on parle du côté dramatique du film, enfin un peu psychologique du film, mais il y a aussi le côté comique. Et moi, une des scènes que j'ai préférées, heureusement qu'il y a ces scènes-là, c'est la scène où il arrive dans le gymnase pour faire un match de basket. Et il arrive et il s'échauffe. Pardon, je suis désolé, mais il s'échauffe d'une façon, mais alors tellement ridicule. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, il fait des allers-retours sur 15-20 mètres comme ça. Et en fait, le côté comique, et c'est juste en fait le bruit des baskets qui coincent, enfin qui couinent, pardon, sur le parquet et devant les gars qui eux le regardent comme un gros abruti, quoi. Ah mais ils sont médusés. Ouais, ils sont médusés. C'est quoi ce mec? C'est quoi ce Tu mec nous as ramené qui là? Non mais cette scène, elle est tellement drôle. La balle de basket dans ses mains, c'est une fausse balle. C'est une balle qui a été recréée à l'image de synthèse. Vous ferez attention parce que ils savaient absolument pas jouer au basket. Ah ouais. Ils ont tout dû reprendre pour bien faire matcher en gros ces mouvements de bras avec la balle. Ils ont dû tout reprendre à l'ordinateur. Bah, moi qui ai fait un tout petit peu de basket mais très modestement. Je l'ai même pas vu. Non mais Tu l'as même pas vu. j'ai pas vu, mais par contre tu vois très bien que les mouvements sont pas là. Donc oui. moi je me Oui, disais oui. bon bah c'est fait exprès pour montrer à quel point le mec c'est grossi dans tout ce qu'il fait. Mais oui, là par Il contre se match d'ailleurs et il arrive à Claquer le panneau en d'ailleurs, verre. Ouais. Encore une petite anecdote, c'est que vous voyez le verre qui casse et qui arrive sur le cascadeur, qui tombe sur le cascadeur, alors qu'en fait, c'est les pyrotechniciens auraient dû faire l'inverse. Le verre aurait dû tomber à l'arrière du panneau pour pas mettre en danger la vie du cascadeur. Et il y a eu un raté et à cause de ça, il a été viré, le pyrotechnicien. Ah, ouais. mais il a des anecdotes de dingue. oh, Ah oui, les gars, Tu j'ai les as même pas, travaillé. toi, hein? Mais je crois que le Même mec Mathieu connaissait non, il a bien bossé. Non, Oh, alors là. je connaissais pas. Franchement. Par contre, pour revenir sur le film, c'est pas une anecdote, mais sur cette scène-là, ce qui est assez rigolo, c'est que la confrontation, il y a une confrontation en fait dans le match, c'est entre Jim Carrey, le personnage de Jim Carrey, et Rick
Rick qui est Jack Black, hein. voilà, Jack Black, Le meilleur ami. qui est le meilleur ami de Steven. Et quand il fait son smash, il prend appui sur lui pour bien lui montrer, je t'écrase, Je m'essuie. je prends ta place, tu n'existes plus, je te piétine. C'est moi maintenant son meilleur ami. Sauf qu'à la fin du match, personnage de Matthew Broderick, il dit, mais on n'est pas amis. Mais fous-moi la paix, là. Tu nous as bousillé le match, tu me fous la honte devant tout le monde, casse-toi. Et lui, il dit, allez, je suis pas ton ami, mais c'est pas grave, viens, je te paye une Heineken. C'est vrai que c'est Vous en voulez d'ailleurs? une Heineken? Oh. Non, Après, t'as pas de la météore. Si. C'est l'aspect régional de Mathieu, quoi. Tout à fait. Est-ce que tu auras un extrait encore un peu comique, peut-être, ou pas? Un extrait comique. Voilà, tu peux Oui. Un extrait que j'ai sélectionné en fait qui montre effectivement l'entrée, enfin comment dire, je l'appelle ça le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire le début de la fin pour Mathieu Broderick, son personnage Steven, merci. Et là, il peut plus échapper à rien. Il est condamné à cette relation toxique jusqu'au bout. Je vous le passe. Allez, je vais te connecter. Encore. Disons que je te fais une fleur. Faut bien s'entraider. Entre garçons. C'est très sympa. C'est toi qui es sympa. Tu n'imagines pas le nombre de clients qui me traitent comme de la crotte. Comme si j'étais un vulgaire plombier ou pire. Ça, c'est un numéro où tu peux me biper. Exclusivement réservé aux clients privilégiés. Inutile d'appeler la boîte. Ils te feront poireauter des années. Merci, c'est très gentil, vraiment. Je ne ferai que des compliments. J'aimerais beaucoup te montrer la grande antenne parabolique un jour pour t'expliquer comment ça marche. C'est assez incroyable. D'accord, ouais, faudra qu'on organise ça. Demain, c'est bon? Demain. Demain, ce sera difficile. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu as l'intention de rester assis à pleurer sur ton ex? Non. Ah. D'accord. J'ai été trop loin. Désolé. Non, ça va, c'est bon. Non? Cool! Je passe te prendre à 6h. Bon, là, il est foutu. Ah oh, oui. Ah, là, il est clairement foutu. Non, c'est clair. Mais tu sens la fin arriver. Hein. Tu vois que ce mec, ce Chip qui est en manque d'amitié totale, voit enfin sa petite proie là, qui fait ça apparemment avec tous ses clients. Enfin, ou du moins il a des antécédents puisqu'on l'apprend après dans le film. Et tu vois que là, il a mis le grappin dessus et qu'il veut absolument que Steven devienne son copain. Et t'es son ami par obligation. Parce que tout son entourage, tous ses autres amis qu'on verra par la suite lors de la séquence de karaoké, ce sont tous des amis qui lui sont un peu redevables parce que il leur a filé le câble gratos. Ouais. Il leur a installé toutes les chaînes gratos. Donc c'est comme ça qu'il obtient des faveurs. Quand ils vont dans la scène aussi où ils font le combat de chevalier, Génial. c'est pareil, c'est aussi un mec à qui lui a installé le câble, qui lui permet d'avoir accès à ça. Enfin, Et quand il pourrit la vie de Steven à la fin, c'est aussi par le biais de que des personnes qu'il a un peu soudoyé. le personnage du policier, flic. tout à fait, ouais. Ah non, c'est ça. Du coup, finalement, il a beaucoup de pouvoir. Et ça rejoint le message qui dit que la télé à l'époque, dans les années 90, c'est l'objet principal. Le mec qui t'installe le câble, il a littéralement accès à ton bonheur tous les jours parce que il te met toutes les chaînes que tu veux et que voilà. Si tu peux pas l'avoir, tu vas être un petit peu plus triste. C'est vrai. Je voulais passer l'extrait. Ouais, vas-y. De l'extrait que tu as choisi. Justement, t'en parlais dans le médiéval restaurant, le restaurant médiéval. Ok. Ah, c'est comme ça. D'accord. Tu veux qu'on se batte comme des brutes? Alors allons-y, battons-nous comme des brutes. On va pas se faire ça. Ce sera comme Spock affrontant Kirk dans Star Trek. Les meilleurs amis obligés de se battre. C'est pas drôle, tu vas arrêter, oui? Je m'appelle Spock. Si nous ne nous battons pas jusqu'à la mort, ils nous tueront tous les deux. On n'a pas le choix. On n'est pas dans Star Trek. Alors juste, félicitations à Emmanuel Curtil qui double Jim Carrey. Ouais. Parce que dans la version VF, c'est quand même dingue ce qu'il fait. Parce que déjà, faut l'écouter en VO. C'est incroyable, mais en VF c'est très fort. Donc c'est le même comédien qui double aussi Matthew Perry dans Friends, qui fait Mike Myers, donc très fort. Et juste pour revenir sur la séquence, c'est incroyable, c'est parce que là on s'en rend vraiment compte, même s'ils font une partie de bataille de chevalier, de combat de chevalier, il est encore
dans sa fiction. Tous ces dialogues, tout ce qu'il vit est en rapport à des séries ou à de la fiction. Donc là, il parle de Star Trek, l'opposition Captain Kirk, Spock. Enfin, tout, il se projette constamment dans la fiction. Oui, d'ailleurs, quand ils mangent ensemble, ils mangent le poulet et il enlève la peau du poulet. Il le met sur la gueule pour faire Hannibal Lecter. Ce qui est d'ailleurs une impro de Jim Carrey. Et tu peux voir. C'est une impro, c'était pas prévu. Pas du tout. Et tu peux voir d'ailleurs Matthew Broderick. Vous regarderez la scène, il en peut plus le gars. Hein. Oui. Il a envie de rigoler. Et d'ailleurs, mention aussi spéciale pour lui qui arrive à garder son calme sur plein de scènes où moi, je sais que je tiens mais 2 secondes quoi. Mais du coup, voilà, cette scène-là particulière. Et effectivement, quand il joue Hannibal Lecter, tu peux faire un parallèle entre le psychopathe d'Hannibal Lecter. Et même lui, tu vois, parce que lui, c'est aussi alors on n'est pas dans ce même degré-là, mais il y a un petit côté très névrotique. Et quand il fait ça, c'est tout aussi drôle qu'inquiétant. Est-ce que ce personnage-là pourrait passer à l'acte, devenir aussi, tu vois, violent et psychopathe que les Hannibal Lecter? Il y a un côté Alfred Hitchcock, non, un peu dans les personnages, tu sais, que tu vois au début du film, très gentil, très souriant. Dans Psycho, c'est un peu ça, tu sais, le fils, quoi. Et puis au bout d'un moment, il snap complètement et il devient taré. Et là, tu vois finalement le vrai côté noir du personnage, quoi. Et ce que tu vois effectivement dans ce combat-là, dans le combat de chevalier, c'est que en étant pris comme ça prisonnier par la fiction, il oublie que ce qu'il peut faire, c'est que dans leur combat, ça peut être dangereux et qu'il peut le blesser. Mais oui. Et quand Matthew Broderick lui dit mais c'est pas dangereux. Non mais attends, on a des armures. T'inquiète, c'est bon, on peut y aller quoi. Et on se tape. Ouais, surtout quand il sort le fléau et qu'il commence à tournoyer avec, c'est un peu dangereux. Mais là c'est drôle par contre. Mais Matthew Broderick a aussi souffert dans la production parce qu'il est allergique aux chevaux. Et du coup, le tournage qui a duré 18 heures sur cette scène, il a dit que c'était un calvaire parce qu'il était éternué tout le temps. C'est la 3e anecdote de dingue. Non, mais c'est fou. Il y a du boulot en amont. Je pense. J'ai l'impression qu'il y a nous, on n'a rien foutu. Nous, on n'a rien foutu. Lui, il a travaillé. Je distribue. C'est les anecdotes. J'adore ça. Ah, d'accord. Et tu les cherches où? Dis. Ah, toi, tu verras. Ce sera en post-prod. Je t'expliquerai mes petits secrets. Calme-toi. Je reste à ma place. Tu enchaînes encore vite fait avec un 3e extrait? C'est l'extrait de Jim Carrey qui est donc de Chip qui est sur la parabole. Donc justement au moment où il montre à Steven la parabole, c'est dans la suite donc du coup l'extrait de tout à l'heure du rendez-vous de 18h. Je vous le passe. Le futur, c'est maintenant! Bientôt, chaque foyer aura intégré la télévision, le téléphone, l'ordinateur. On pourra visiter le Louvre sur une chaîne ou suivre le catch féminin dans la boue sur une autre. On pourra faire du shopping à domicile ou une partie de Mortal Kombat avec un ami au Vietnam. Les possibilités sont infinies. Cette scène, elle est super intéressante dans la manière dont les plans sont construits. Donc lui, Jim Carrey, il est donc sur cette parabole et c'est tourné en contre-plongée. Donc il a cette position de démiurge où c'est comme s'il avait cette révélation, c'est un peu les tables de la loi, c'est Moïse, où il annonce le futur. Donc il donne des indications dans une position démiurgique. Et par contre, le plan, le contre-champ qui lui est tourné en plongée, c'est Matthew Broderick qui est en bas, qui prend ces informations et qui est complètement envoûté. Il est écrasé et envoûté par les annonces qui sont faites. Comme on pourrait l'être nous, quoi. Comme on pourrait également l'être. Et après, parce qu'ils enchaînent pour le plan suivant, où ils sont tous les deux donc, couchés dans la parabole. Donc ils font partie intégrante du système. Et la vue, c'est une plongée, ce qu'on appelle une plongée totale, verticale. Donc qui est au-dessus d'eux. Et c'est comme s'il y avait quelque chose de divin qui était placé au-dessus d'eux. Et qu'est-ce qu'il y a de divin qui est placé au-dessus d'eux? En l'occurrence là, c'est pas Dieu, c'est les satellites qui leur retransmettent les images et les émissions. Donc on reste tu vois, dans ce carcan-là. Excellent. D'ailleurs, le message de fond était assez fou. C'est vraiment de l'anticipation pure pour l'époque parce que tout ce qu'il dit, ça s'est réalisé. Ouais. Jouer Mortal Kombat avec d'autres joueurs, on le fait largement maintenant. Au Vietnam. Partout dans le monde, exactement. Et puis tout ce qu'il dit, c'est assez fou quand même. C'est clairvoyant. Hein, donc voilà. Je trouve que... Non, c'est en quoi c'est un film quand même qui est super intéressant. Parce que comme on dit en début d'émission, même s'il a eu peu de succès et était compliqué à appréhender comme film, c'est un film qui est très intéressant. En première lecture, c'est quand même difficile de s'imprégner de ce truc-là. Ouais. Parce qu'il faut vraiment le revoir, il faut travailler dessus, comme on a pu le faire, pour effectivement en tirer ces enseignements-là et ces analyses-là. Et je pense que le film annonce les filmographies à venir du clan Judd Apatow. Parce que c'est Judd Apatow qui produit ça, qui coécrit, et même Ben Stiller.
Ben Stiller, à part voilà des films qui sont des fois un petit peu dans l'humour, un peu potache, Dodgeball et compagnie, très rapidement, il a aussi fait des films plus sérieux, avec un humour aussi un petit peu névrotique. Et il a fait Tropic Thunder, mon salaud. Hein. Ah, ça, j'adore. Ah bah voilà. Très grand film. Oui. Mais c'est pareil, il est drôle, mais en même temps, il y a des moments aussi qui sont hyper inquiétants. Et il y a une violence. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est compliqué à les placer, c'est dans la comédie pure. Tout à fait. Ouais. Après, le film, quand tu le vois, première lecture, enfin voilà. Moi, je trouvais que dans le fond, c'était pas un film super génial, quoi. C'est vraiment, moi, je me suis tout de suite dit, de toute façon, les films de Jim Carrey, je les regarde pour Jim Carrey, quoi. Et il m'a fait rire. Le film, je le regarde, je rigole tout le temps parce qu'il y a Jim Carrey qui fait n'importe quoi. Et finalement, le film qui se passe autour de Jim Carrey, je le retiens pas forcément tout de suite. Et du coup, faut pas être hermétique à Jim Carrey. Ah non, parce que ouais, ceux qui ne supportent pas Jim Carrey, tu décroches. Qui Présentez-les-moi. Mais tu sais que Jim Carrey, j'ai l'impression, surtout en France, en fait, on a réévalué Jim Carrey, justement, à partir du moment où il a commencé à faire ses films sérieux. Truman Show, Man on the Moon, après il a fait Eternal Sunshine, The Spotless Mind. C'est là où on s'est rendu compte, ah ouais, non mais Jim Carrey, c'était pas qu'une gueule, quoi. Voilà, c'est pas qu'un bouffon grimaçant. Steve Carell, même combat. Ah, Steve Carell, pareil. Ah oui, Steve Carell, pas au même niveau, mais Steve Carell est très très grand. Il est très fort, hein. Ah ouais. Bah c'est aussi, tout ça c'est le même clan. C'est Robin Williams, au hasard. Ouais, Robin Williams. Mais pour revenir à Steve Carell, c'est un peu le clan Judd Apatow. C'est toute cette équipe-là. C'est ce qu'ils appelaient le Frat Pack. Frat Pack. Le pack de... Le pack des amis, quoi. Des fraternités. C'était tous ces comédiens de Steve Carell, Owen Wilson, Jack Black, Ben Stiller. D'ailleurs, ça a été inauguré, le duo Ben Stiller, Owen Wilson a été inauguré pour la première fois dans ce film-là. Avec ce qu'ils ont fait après, n'empêche. Ouais, ils ont fait quoi? Ils ont fait Zoolander, Mon beau-père et moi, Starkey et Hutch, etc. Et puis il y a aussi des réalisateurs qui nous ont accompagnés. En dehors du groupe Judd Apatow, tu as aussi Wes Anderson, avec qui ils ont travaillé pour La famille Tannenbaum. Owen Wilson a beaucoup travaillé avec Wes Anderson. Donc tous là, les films quasiment. Owen Wilson, je crois qu'il a fait quasiment tous ses films. Et on est là, par contre, aussi dans de la comédie, mais c'est différent. C'est autre chose. Alors, je sais pas si vous aimez, moi j'adore l'univers de Wes Anderson. Mais c'est plus gentil, c'est mignon, mais il y a toujours un message, quoi. Voilà. C'est plus sur le message, le film. Puis visuellement, c'est souvent magnifique. Fou, ouais. D'ailleurs, le prochain. Qui devrait sortir. Reporté, mais qui devait sortir cette année, qui était tourné en France, je crois, en partie. Ouais. Et on parle que des hommes, mais il y a quand même une femme qui est dans ce casting-là, Leslie Mann, pardon, qui est devenue la femme de Judd Apatow après ce film-là. Ils se sont rencontrés là-dessus. Et donc, il lui a offert beaucoup de second rôles dans ses productions, genre 40 ans en mode d'emploi, en cloque. Je sais pas si elle joue dans 40 ans toujours plus. Non, c'est l'autre. Non, je me trompe. Non, c'est 40 ans et toujours puceau, c'est ça, hein? Elle joue dedans. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Et en cloque mode d'emploi. Ok. Et après, il lui a permis d'avoir un rôle un peu plus sérieux dans Bienvenue à Maïwen. Maïwen, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Qui est sorti en 1998 avec Steve Carell aussi. Ouais. C'est Judd Apatow qui produit? Judd, ouais. Il lui a donné son premier grand rôle parce que dans effectivement 40 ans d'emploi. Non, pardon. Et elle partage, c'est pas lui qui a produit. Et elle partage l'affiche avec Steve Carell dans Bienvenue à Maïwen. Ouais, il a pas. Ça c'est réalisé par Robert Zemeckis. Ouais. Je voulais juste revenir un petit peu sur le film disjoncté du coup, mais c'était si on a aimé la comédie, qu'est-ce qui vous a marqué vous dans les moments un peu plus noirs justement? Quelle scène vous a mis un peu mal à l'aise? Vous vous êtes dit tiens là ça pourrait être c'est dérangeant. Moi je sais pas si c'est des scènes en particulier, mais je trouve que c'est latent. T'as une ambiance hyper anxiogène. À chaque fois que lui il apparaît, effectivement il est drôle, mais c'est la réaction en face aussi du personnage de Steven Kovacs qui je sais pas, qui se sent enfermé, tu vois, dans sa situation. Et je sais pas s'il y a vraiment une scène, il y a une scène que vous a marqué, que vous avez dit, là, il y a une bascule? Non, mais il y a une scène où il se découvre un peu, non, Chip, où il est au bord des larmes à un moment, et je me suis dit, ça c'est aussi de l'acting Jim Carrey qui ouvre la fenêtre sur ce qu'il va faire après, tu vois, qui est plus dans où il ouvre un petit peu il montre un petit peu plus ses sentiments, tu vois, il joue un peu plus le mec qui est au bout du gouffre. C'est la scène dont aussi à la parabole, c'est quand ils sont tous les deux allongés, où là ils échangent, ou même le personnage de Steven Kovacs parle aussi de son enfance, de sa relation avec son père,
Et c'est là où effectivement les deux se découvrent. Moi, c'est pas une scène en particulier, c'est plutôt un timing. En fait, je pense que c'est la dernière demi-heure du film qui, moi, me donne une impression de mal à l'aise, en fait, d'être mal à l'aise. C'est à ce moment-là où il intensifie son harcèlement vis-à-vis Il de... l'envoie quand même en prison. Ouais, c'est Et ça. quand il sort de prison, quand il y a le repas de famille, il est là. La scène du repas de famille, c'est génial. Avec ça. le jeu. Quand il se susurre les... Oui. C'est incroyable. Et surtout que tu te dis, bon, alors, le personnage de Steven Kovacs, il est déjà pas tellement chaud de passer cette soirée avec sa famille, il vient de sortir de prison, ça l'embête un petit peu. On lui ouvre la porte, qui l'accueille? Son stalker, c'est Jim Carrey qui l'accueille, quoi. Le mec, il l'a foutu en prison, et là, hey, salut. Et là, tu dis, mais là, t'es à bout. Ouais. Justement, Matthew Broderick, qui est donc pendant la scène, là où ils sont en famille, c'est là où il pète un câble. Jusqu'à présent, il était très lisse. Et là, il va aller jusqu'à le cogner. Ouais. Il va falloir que maintenant, tu vois, ça va trop loin. Ouais. Mais c'est une stratégie de Jim Carrey pour mettre la famille de Steven à dos, quoi. Enfin, il l'a déjà mis dans sa poche. Il l'a mis dans sa poche. Ouais. Vous avez vu aussi qu'il y a un comédien qui joue dans cette scène. Oh oui, alors attends, c'est Bob Odenkirk. Ouais, qui joue le frère de. Exact. Qui joue le frère de. Ce mec, je ne le connais pas. Si, tu connais. T'as déjà vu Breaking Bad? Oh oui. C'est l'avocat, c'est Saul Goodman. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Et okay. Bob Odenkirk joue dans. Exact. On s'est dit, on regardait le film. Regarde qui est là. Ouais, mais c'est marrant parce que quand je l'ai revu là, justement pour cette émission, c'est là que je m'en étais rendu compte. J'avais pas le souvenir d'avoir vu parce que. Bah non. Mais physiquement, il était différent parce que sinon. Non. Tu t'en souviens pas parce que tu le connaissais pas à l'époque. Ah oui. C'est souvent comme ça. Et puis il a pas un rôle marquant. Je crois qu'il a une ligne de dialogue. À tout casser. Et tu le vois pas sur beaucoup de plans. Mais quand tu le vois, tu dis. Ouais. Bah Bob, qu'est-ce que tu fous là? D'ailleurs, si vous avez pas regardé des vieilles séries très connues, type genre Oz, même Les Sopranos, toutes ces vieilles séries-là, vous les regardez maintenant. Vous avez emmagasiné plein de films. Toutes les scènes, vous avez un acteur connu. Ouais. Alors qu'à l'époque, vous étiez là, bon, ok, le type est là. Bon, dans Les Sopranos, t'as quasiment tous les mecs qui ont tourné avec Martin Scorsese. Exact. Tous les comédiens des affranchis, Casino, ils sont tous là. T'as toutes les gueules. Exact. Ouais. Et il y a une scène marrante aussi, c'était la scène où il y a Owen Wilson, justement, juste la petite apparition d'Owen Wilson dans le restaurant où il a le date avec la copine de Steven, où Jim Carrey arrive dans le restaurant grimé en Freddie Mercury. T'as l'impression que c'est Freddie Mercury qui débarque. Quelle moustache. Ouais, la mousse et les lunettes et la démarche. Magnifique. Franchement, la démarche jusqu'aux toilettes où il prend la place du mec, je sais pas qui sert à quoi, qui sert à essuyer les mains des gens qui vont aux toilettes, je sais pas. Bref. Et là où je pense que c'est son métier, il est là pour essuyer les mains. Surtout en période de Covid, il incite les gens à laver leurs mains. Il met du gel. Il met du gel. Ça crée de l'emploi en ce moment. Il faudrait mettre des gens dans les toilettes pour nous mettre du gel. Donc tu préconises qu'on embauche des gens pour nous mettre du gel. Mais il y a des gens, mais pas Jim Carrey. Cherchent un petit peu. Si Jim Carrey fait ça, c'est. Ah non, parce que la fin est dramatique. La scène de baston, elle est incroyable. Il se bat super bien, je trouve. La chorégraphie est même assez sympa, quoi. Ah, mais il danse. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est ça. Il se bat comme il danserait, quoi. Oui, non, mais c'est pour ça. En fait, il arrive dans ses toilettes pour prendre le rôle de ce mec-là et pour mettre une tête au carré à Owen Wilson pour se rattraper d'une erreur qu'il a commise pour que le couple se reforme. Et on prend du plaisir parce que Owen Wilson c'est un personnage insupportable. Insupportable, ouais. C'est le macho égocentrique. Ouais. Et quand Jim Carrey lui fait la tête au carré comme tu dis, ah mais tu jubiles. Surtout quand il lui met la bouche dans le sèche-main. À tourner, ça devait être aussi quelque chose. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Vous pensez qu'on peut passer au coup de cœur ou vous avez encore des choses à... Est-ce que je peux citer une phrase célèbre de Jim Carrey? Non, pas de Jim Carrey. Mais avant ta phrase, est-ce qu'on répond à la question? Bah justement, c'est pour répondre à la question. C'est pour répondre à la question. Comédie ou film noir? Bah, je pense moi je suis partagé sur les deux. Ouais. Bon. Moi je pense que Disjoncté c'est de l'humour névrotique. Voilà. Et comme disait Chris Marker donc qui était le réalisateur de La Jetée en 1962, qui a inspiré L'Armée des Deux Singes, il disait l'humour et la politesse du désespoir. Oh ouais, sympa. C'est joliment dit. Ouais. Alors moi j'en reste là. Et tu lâches le mic. Ouais, mais moi simplement j'ai dit j'ai rigolu, alors c'est film drôle. Voilà. Donc pour moi c'est un film drôle. Bah je crois qu'on va retenir celle-là. Elle est mieux. Moi je préfère. Ouais, moi aussi au final. Chris Marker en fait, c'est quand même surévalué comme gars. Lolo, bien joué. Merci. J'ai rigolu. Non, ben voilà, c'est Mais c'est vrai que en sortant du film, je me suis dit j'ai passé un bon moment et Jim Carrey est toujours au top de sa forme, c'est le gars qui te fait rire et puis si t'es déprimé que tu le regardes, t'es au taquet à la fin du film. C'est vrai. Ouais. On passe au coup de cœur, les gars? Ouais. Oui. Ok. Mathieu?
Alors, mon coup de cœur, c'est un film estival. C'est un film que... De saison. C'est un film Enfin, une de petite saison. bière de saison. C'est la petite bière de saison. Alors, je vous donne le titre. Emmanuel et les derniers cannibales. Moins de 16 ans. Alors, moins de Carré 16 ans. rose. Ouais, moins de 16 ans maintenant. À l'époque de sa sortie en France en 77, en France, c'est sorti en 78, mais le film a été tourné en 77, c'est moins de 18. D'accord. Et je vous donne le titre de l'époque. Il faut bien recontextualiser qu'on est dans les années 70 quand il sort. Quand il sort en France, il s'appelle Viol sous les tropiques. Ouais. Alors c'est déjà moins gay. Alors Emmanuel et les derniers cannibales, c'est un film de Joe D'Amato. C'est un réalisateur italien qui a dû faire 200 films, des films d'exploitation, des films d'horreur, des westerns, des films érotiques. Il a fini sa carrière en faisant des films porno. Et Emmanuel, en fait, C'est là où je le connais. c'est là où tu C'est là où connais, je le connais. Ouais, je me doute. Et Emmanuel, en fait, c'est non pas la version Emmanuel que nous on connaît, avec Sylvia Christel, qui était tournée aussi dans les années 70. C'est en fait la version cheap, et c'est avec Black Emmanuel. Ok. Et pour les différencier, cet Emmanuel-là, pour une histoire de droit, elle a qu'un seul M, son Emmanuel. Et donc là, c'est la 5e itération, autour de ce personnage-là. C'est une journaliste qui, suite à une enquête qu'elle avait faite dans un hôpital psychiatrique, elle a été témoin d'un acte de cannibalisme. Et elle s'est rendue compte que cette personne-là qui a fait cet acte de cannibalisme apporte un tatouage sur elle d'une tribu amazonienne. Donc elle va partir en Amazonie pour mener cette enquête, pour essayer de découvrir cette fameuse tribu d'anthropophages. Elle va être accompagnée d'un docteur, un professeur ethnologue. Elle se retrouve là-bas où il y a une bonne sœur, mais très jolie. C'est l'époque qui veut ça. Une jeune femme aussi, relativement jeune, qui est très jolie également. Plus encore un autre couple d'aventuriers qui sont là pour récupérer des diamants qui se retrouvent dans un avion qui s'est crashé. On est dans le film d'aventure. On est dans le film érotique. Ah, c'est de l'érotisme soft, hein. Mais il y a énormément de scènes érotiques qui se justifient pas, qui sont juste là pour montrer des filles toutes nues. Et après, il y a des scènes gore. Et quand les scènes gore, elles surviennent, même pour l'époque, elles sont assez fabuleuses. Ah ouais. Il y a des moments, je vais vous passer les détails, mais c'est assez savoureux, c'est assez dégoûtant. Et l'ensemble fonctionne bien. On est, c'est de la série B, mais c'est plus proche même de la série Z. Il y a des moments qui sont assez drôles parce que comme ils ont pas tellement de moyens, donc ils ont déjà pas les moyens de tourner en Amazonie, donc ils tournent en Italie. Ils prennent des stock shots, donc des images de documentaires de crocodiles pour faire genre il y a des crocodiles. Ouais, t'as un énorme serpent, tu vois, qui est un vrai serpent, mais quand elle est autour du cou, tu sais pas si c'est en plastoc ou si c'est toujours le vrai. En tout cas, c'est quand même bien foutu. Le monteur était chaud ou pas? Non, mais le monteur est incroyable. je me demande si c'est pas Joe D'Amato aussi qui monte. Je crois que Joe D'Amato, en fait, il fait tout. Ouais, je crois qu'il monte, Il descend, il fait tout. Non, je sais pas s'il monte. Je crois qu'il a fait la photo. Enfin, il a fait plein de trucs. Et c'est ça. Il fait le scénario et la photo en plus de la réalisation. À un moment donné, il y a une scène qui est aussi incroyable. C'est censé se passer en Amazonie. Et il y a un singe qui est en train de reluquer les deux jeunes femmes qui se baignent. Mais ce singe-là n'a rien à faire en Amazonie puisque tu le trouves uniquement en Afrique. Et de plus, il porte des lunettes de soleil et il fume des clopes. Tout ça te donne une ambiance qui est assez géniale. Mais ça a été repris pour des t-shirts, non? Tu te rappelles les t-shirts possible. avec les singes qui fument la cigarette et tout? C'est vrai. Ça a peut-être tiré de là. C'est vrai. Et ce film, en fait, il est sous l'influence aussi d'une drogue. déjà. Et d'ailleurs, si tu en consommes, tu l'apprécieras d'autant plus. Non, il est sous l'influence des films de cannibales qui commencent à survenir à ce moment-là. Cannibal Holocaust, tout ça. Cannibal Holocaust, c'est après. Mais donc le film, comme je dis, il est sorti en 77. En 72, avant, t'as Au pays de l'exorcisme d'Umberto Lenzi. T'as le dernier monde cannibale qui est réalisé par Ruggero Deodato. C'est lui d'ailleurs qui réalisera donc en 80 le fameux Cannibal Holocaust. Voilà, pour ceux qui ont vu Cannibal Holocaust, là par contre il y a pas d'humour. Non, hein, autant Emmanuel, tu te marres des fois involontairement, mais c'est un moment sympa. Moi je le conseille. Il a été réédité, donc Emmanuel et les derniers cannibales, chez Artus Film. Il est disponible aussi à l'achat avec le magazine Mad Movies pour en ce moment, donc pour juillet-août. Ils ont fait leur couve sur Rob Zombie. Donc je vous conseille, achetez le magazine, vous avez le film avec. Vite fait, je dis juste, comme je parle de Mad Movies, il y a aussi un spécial, un numéro hors série pour l'été de l'écran fantastique, l'écran fantastique vintage, qui a fait un numéro spécial sur les films de la Hammer et sur le Giallo. Voilà, c'est tout pour moi.
C'est tout pour moi. Moi, je vais passer à mon coup de cœur. Alors, je vais parler d'une BD. D'ailleurs, c'est la première BD que j'ai lue sans vouloir la lâcher. Ouais. Donc, l'univers de la BD, c'était pas forcément mon truc, c'est pas forcément dans ma culture. Personne ne m'a mis. Alors, je pouvais le faire tout seul, mais personne de mon entourage m'a mis une BD dans la main un jour. Donc du coup, c'est une BD de Florent Chavoué qui s'appelle Manaba Shima, du nom d'une île japonaise, île où il a posé ses valises pendant 2 mois pour y vivre au rythme de ses habitants qui ont tous un côté fascinant. Même les chats de l'île, les chats errants de l'île, ils sont top. Et cette BD est son carnet de voyage. Donc c'est un carnet de voyage dessiné. Il dessine l'île, ses rencontres, les endroits qu'il fréquente, les soirées qu'il passe à discuter, etc. Et ses dessins sont d'une beauté. Je pense que Loris, tu connais, toi qui es fan de BD. Et donc on peut dire que c'est un joyeux bordel en fait. C'est une BD déstructurée qui n'est pas faite dans des bulles ou dans des carrés. Donc c'est une image, un dessin, et tu peux voyager dans le dessin. Comme lui voyage au Japon, toi tu voyages dans l'image et tu peux l'interpréter, tu peux la commencer en bas à droite, en haut à gauche, enfin voilà. C'est ce qu'on associe au roman graphique, plus que la BD. Ouais, c'est ça. Ça te donne une impression un peu de fond sur ce que lui ressentait quand il dessinait, tu vois, sur place. Ouais, et en cadeau, en plus, il y a une carte de l'île dessinée par Florent Chavoué. Je l'ai là, je vous la montrerai en off. Non, franchement, c'est bien, par contre, dur à détacher, j'ai un peu galéré, mais franchement, elle est vraiment top. Donc, il a poussé le détail de son univers jusqu'à créer donc il a créé une carte de l'île vraiment, et il met sur cette carte là tous les points où se trouve le bar où il a passé tel et tel moment, même l'endroit où il a rencontré fréquemment le même chat, la jetée où il est arrivé, enfin voilà. Et donc je tiens à remercier infiniment Serge qui m'a offert vous le connaissez pas, mais nous on le connaît. Serge, si tu te reconnais, tu m'as offert ce magnifique cadeau. Gamson Connection. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, il m'a effectivement ouvert les portes d'un monde que je ne connaissais pas. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire nous par rapport avec cette rubrique des coups de cœur dans le podcast, qui n'a rien à voir avec les films dont on traite, mais on essaye d'ouvrir un monde nouveau aux gens qui nous écoutent. Tout à fait. Un monde nouveau comme le livre, d'ailleurs. Le livre. Parce que je vais vous parler d'un bouquin que j'ai lu, que j'ai bien aimé, qui s'appelle Tokyo Vice. Qui est donc un livre écrit par le journaliste américain Jake Adelstein. Et en gros, je vais faire assez court, mais lui, c'était un journaliste d'investigation dans les années 90 au Japon, à Tokyo. Il a fait ses études là-bas, donc il est complètement bilingue, etc. Et il va dépeindre en fait un peu l'univers de la nuit du Japon, du Tokyo des années 90, qui est complètement fou. Toutes les histoires avec les yakuza, toutes les histoires de meurtres qui se passent. Comment est-ce que lui, en tant que journaliste, qui faisait un travail totalement égal à celui des flics, quoi, qui était vraiment à fond tout le temps sur le terrain. Le mec, il vivait, il dormait au studio, à la station du journal, quoi. Et il explique toutes ces histoires-là, comment est-ce que lui il l'a vécu de l'intérieur, et c'est assez passionnant parce que il y a tout un univers qu'on connaît pas, parce qu'on pense, moi quand je pense Japon, c'était quelque chose de très lisse, japonais très gentil, très respectueux, et en fait lui justement il va raconter un truc très cracra, un peu dégueulasse, comment se déroulent les échanges de prostituées entre les yakuza, les trucs comme ça. Donc c'est vraiment c'est assez noir, mais il l'écrit très très bien, et c'est passionnant. Voilà, donc ça s'appelle Tokyo Vice, et je conseille aux gens qui aiment un peu justement les histoires comme ça. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en référence tous nos coups de cœur sur la page Facebook de la Nuit Américaine. Comme ça, les gens qui nous écoutent peuvent retrouver Emmanuel et les Cannibales, Manabe Shima et Tokyo Vice, toutes les références et les endroits où vous pouvez vous les procurer. Merci à vous les garçons pour votre coup de cœur. Merci à vous d'avoir participé à cette émission, et merci à vous auditeurs d'avoir écouté ce 2e épisode de la Nuit Américaine. Ce fut à nouveau un réel plaisir pour nous de vous vous avoir présenté cette émission que vous aurez sans doute écouté tranquillement installé sur votre canapé au bord de votre piscine avec un Aperol Spritz dans votre voiture ou peut-être en baladant le chien. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à commenter et à partager ce podcast au plus grand nombre. Et vous pourrez nous suivre également sur la page Facebook de la Nuit Américaine, sur Twitter et depuis peu sur Instagram.
Au courant du mois de septembre, vous aurez la possibilité d'aller plus loin dans l'analyse cinématographique des films traités. On vous apportera des infos, des anecdotes inédites, des analyses complémentaires sur le site internet de la Nuit américaine qui sera lancé prochainement. Donc restez à l'affût et en attendant faites attention aux autres parce que c'est un des meilleurs moyens de prendre soin de vous. Des bisous, bye bye. Bye bye. Understand what I go through. There can never be another feeling my suit.